étant au lycée. Et ensuite, étudiant en Pologne, j'ai continué à faire la politique au niveau des étudiants socialistes. Quand je suis rentré de mes étudiants et élèves du Parti socialiste, le Crédimès, et donc depuis toujours, j'ai toujours fait de la politique. Et le proviseur Pierre Basse, en me mettant dans l'action politique, m'a permis de connaître un homme exceptionnel, c'est le président Léopold Sédar Senghor, puisque déjà, quand je faisais la seconde, le président Senghor m'avait fait l'amitié d'être le parrain du concours de poésie que je faisais au lycée Seydina Limamou Laye, qui s'appelait Waxu Jàmm, la voix de la paix. Et le président Senghor m'avait mis en rapport avec son chef de cabinet, M. Djibril Yad, le père de Ramayad, n'est-ce pas, qui nous a encadrés, qui nous a coachés dans l'expression de la poésie et que nous avions voulu très forte au niveau du mouvement scolaire sénégalais. Et plus tard, en tant que cadre, j'ai aussi évolué dans le Parti socialiste et je suis parti rejoindre le président Moustapha Niasse quand il a créé l'Alliance des forces de progrès en 1999. Auparavant, quand j'étais conseiller du président Famara Ibrahima Sagna au Conseil économique et social, j'ai continué aussi en tant que cadre à militer au sein du Parti socialiste. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est un cheminement logique. Oui, c'est un cheminement tout à fait logique. Et aujourd'hui, après mon exclusion de l'AFP, des amis et moi, nous avons considéré qu'il était nécessaire et utile de créer une formation politique pour continuer à servir le pays. Parce que profondément, moi, je crois à la politique. Je crois que la politique est un instrument pour changer les choses. C'est un instrument pour mettre en mouvement les expressions de la volonté populaire au service d'un peuple. C'est la raison pour laquelle je crois à l'action politique et c'est aussi la raison pour laquelle, croyant à l'action politique, croyant à l'action du changement, croyant aux mutations que nous pouvons opérer dans notre pays pour faire aspirer le Sénégal au développement, je continue mon action politique à travers le grand parti. Oui, sauf que là, vous créez un parti dans un contexte où on dénonce le nombre pléthorique de partis politiques au Sénégal. Certains même diront que c'est un parti de plus. Vous répondez quoi? Oui, bon, en fait, certains peuvent le dire, mais ce qui est sûr, le grand parti est né pour être un grand parti. Pas un parti de plus, mais un parti en plus. Puisque nous voulons apporter notre touche par rapport à l'évolution de notre pays et transformer la société sénégalaise, transformer l'économie sénégalaise et mettre le Sénégal dans la rampe du développement. Le grand parti, donc, se veut le parti de l'économie solidaire, du développement, le parti du travail, le parti de l'emploi, le parti qui lutte contre les inégalités, mais le parti qui renforce le développement humain durable des populations du Sénégal. Et c'est pourquoi nous n'allons pas être un parti de plus, mais un parti en plus pour renforcer et valoriser la démocratie sénégalaise. Oui, sauf que là, tous les partis disent la même chose. Qu'est-ce qui vous différencierait des autres? Parce que nous sommes le grand parti. C'est ça notre grande différence. Mais ce qui nous différencie des autres, c'est que nous allons pas le dire, mais nous allons le faire. Nous allons le faire parce que nous avons suffisamment d'expérience, suffisamment d'engagement, de motivation pour arriver à réaliser ces grandes ambitions que nous avons pour notre pays. Mais quelle offre politique pour les Je vous ai dit tout à l'heure que le grand parti se veut le parti de l'économie solidaire. Je vous ai dit que le grand parti se veut le parti du développement. Et le grand parti ambitionne de mettre le Sénégal dans la voie du développement économique et social. Vous savez que nous avons fait le pari sur l'homme. Nous voulons que l'homme au Sénégal soit un homme à la hauteur de cette ambition formidable que le peuple sénégalais veut installer le Sénégal dans une ambiance de développement, dans une économie solidaire, dans une économie de développement, mais également dans une économie qui aspire à créer les conditions de la richesse, des revenus, pour permettre au peuple sénégalais de vivre dans le bien-être social et économique. Au-delà de Malick Gakou, qui sont les cadres qui composent le grand parti? Mais c'est des milliers de cadres. Vous savez que je suis même étonné et surpris à la fois par le nombre de cadres qui courent vers le grand parti, oui. Que ce soit au Sénégal ou dans la diaspora. C'est des milliers de cadres et je suis surpris que tous ces cadres qui étaient à l'affût, ils m'ont dit, mais Malick, le grand parti est venu à son heure. Vous avez tort de ne pas créer le grand parti il y a longtemps. J'ai dit, c'est le moment, c'est l'histoire. Donc c'est la marche de l'histoire qui a conduit la naissance du grand parti. Et c'est cette marche de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, des centaines de cadres au Sénégal et dans la diaspora courent vers le grand parti. Et ensemble, nous allons édifier le Sénégal de demain que nous voulons grand. Alors, pour mettre en œuvre cette politique, il vous faut être dans une instance de décision au sommet. Alors, la question, elle coule de source. Est-ce que vous allez briguer la magistrature suprême, le suffrage des Sénégalais? Mais vous savez que nous venons de mettre en place notre parti politique. Nous sommes des démocrates. Et en mettant en place ce parti politique, nous allons attendre que ce parti ait son récépissé,
que les instances du parti se réunissent et décident de ce qu'il faut faire de l'avenir de notre parti. C'est à partir de ce moment-là seulement que nous pouvons évoquer sérieusement la question de la présidentielle. Mais aujourd'hui, je pense que c'est prématuré pour un parti en gestation de pouvoir se projeter en disant que, mais bien évidemment, la vocation d'un parti politique, Oui. c'est d'aller au pouvoir, Oui. c'est de l'exercer. Bien évidemment, la vocation du grand parti aussi, c'est d'arriver au pouvoir et de l'exercer. Mais ce sont ces questions sur lesquelles il faudrait qu'on en discute entre camarades et en toute bonne intelligence, nous allons trouver les mécanismes à même de nous permettre, à travers les structures de notre parti, de prendre des décisions et d'informer le peuple sénégalais en conséquence. Oui, et pensez-vous que dans moins de 2 ans, le grand parti aura l'étoffe d'un parti qui pourra vous conduire au pouvoir? Mais le grand parti est déjà un grand parti. Et en tant que grand parti, déjà nous avons l'étoffe de pouvoir aller au pouvoir. Mais nous allons continuer à travailler, puisque le grand parti se veut un parti de masse, se veut un parti populaire, se veut un parti des populations et des couches les plus défavorisées. Donc le grand parti, de par ses aspirations, de par son vécu actuel, de par l'émergence des forces nouvelles qui composent notre formation politique, le grand parti est tout à fait dans les dispositions de pouvoir jouer un rôle extrêmement important pour nous permettre demain de conduire notre pays dans la voie du développement économique et social. Le grand parti reste-t-il le seul appareil sur lequel vous comptez vous fonder pour accéder au pouvoir? Mais si le grand parti peut nous permettre de le faire, tant mieux. Mais ce qui demeure évident, nous croyons au vaste ensemble. Oui. Et aujourd'hui, il est clair qu'aucun parti politique seul ne peut accéder au pouvoir. Bien évidemment, ce serait l'idéal pour un parti politique d'accéder au pouvoir seul. Mais je crois que nous croyons au vaste ensemble. Et ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'être président ou d'être ministre ou d'être directeur. Ce qui est important pour les membres fondateurs du grand parti, pour ses militants, c'est d'être en osmose avec les principes du sacerdoce, de servir le Sénégal, de servir ce formidable pays et de lui donner tout ce que nous avons pour le mettre dans la voie du développement économique du Sénégal. Le Sénégal le mérite, la nation sénégalaise mérite cela aussi, et c'est pourquoi nous sommes engagés dans notre action politique de tous les jours pour faire du Sénégal un pays développé. Servir le Sénégal, c'est un slogan qui appartient à la première dame. Hein? Servir le Sénégal appartient à tous les Sénégalais, et c'est la raison pour laquelle, quel que soit d'où ce que ça vient, l'essentiel, c'est que le Sénégal soit servi et que nous tous ensemble, nous puissions être au service de notre pays pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Vous êtes pour les grands ensembles. Aujourd'hui, il y a un front de l'opposition qui est en gestation. On cite Idrissa Seck, Abdoulaye Baldé, Mamadou Diop Decroix, mais on ne cite pas El Hadj Malick Gakou. Dans quelle posture vous vous situez réellement? Non, vous savez, nous sommes un parti politique en gestation. Donc, il m'est difficile, sans avoir réuni les instances de mon parti, de me dire où est-ce que je me situe. Je crois que ce sont des questions sur lesquelles le bureau politique et les instances du grand parti vont revenir. Et le moment venu, nous allons édifier les Sénégalais sur notre position par rapport à ces vastes ensembles. Ce n'est pas à exclure que le grand parti fasse partie de ce front-là? Non, pas nécessairement de ce front, de tous les fronts. Parce que le problème, c'est de servir le Sénégal. Le problème, c'est d'être avec des compatriotes qui croient à la même vision que nous avons du Sénégal pour servir le Sénégal. Donc, le moment venu, le grand parti se positionnera dans l'espace politique et peut-être lui-même conduira un vaste ensemble qui va nous mener vers le progrès et le développement. Donc, El Hadj Malick Gakou, leader d'un front, ce n'est pas aussi à exclure? Et bien évidemment, nous sommes dans le champ politique. Nous avons notre vision, nous avons nos idées sur le Sénégal, nous avons notre capacité à faire émerger des idées, et c'est la raison pour laquelle nous allons nous réunir au sein de nos instances, définir notre stratégie, et sur cette base-là, créer les conditions d'être en osmose avec d'autres grands ensembles pour aller à la conquête du suffrage des Sénégalais, et également satisfaire aux desiderata du développement économique et social auquel nous aspirons pour le Sénégal. Mais les autres est-ce qu'ils ne sont pas en train de vous devancer là? Parce qu'eux, ils se réunissent, vous n'êtes pas encore décidé. Non, nous, on est déjà décidé. Le fait de créer un parti politique, c'est une décision. Maintenant, bien évidemment, nous allons bientôt entamer une tournée nationale et internationale. De toute façon, depuis la création du grand parti, nous sommes sur le terrain. Bien évidemment, sans tambour ni trompette, nous sommes en train de massifier notre parti et nous sommes en train de le structurer. Et je suis sûr que dans les mois à venir, le grand parti sera un des plus grands partis politiques du Sénégal. Et cette aspiration profonde que nous avons, ce n'est pas pour mettre en orbite un homme ou bien un groupe d'hommes, c'est pour mettre en orbite notre pays. C'est projeter le Sénégal dans la voie du développement. Nous ne le répéterons jamais assez. Le Sénégal le mérite, la nation sénégalaise le mérite, le peuple sénégalais mérite d'aller vers le développement et nous allons nous mettre dans toutes les conditions pour permettre au Sénégal d'être dans la voie du développement. Alors, vos relations avec Maître Abdoulaye Wade sont de quelle nature? On a vu qu'il y a de cela quelques semaines, il vous avait reçu en audience. Mais c'est tout à fait normal que je rencontre le président Abdoulaye Wade. Je l'ai dit, le président Abdoulaye m'a écrit le 13 février dernier pour me demander de venir le voir pour me prodiguer des conseils.
Je pense que le président Wade a été trop gentil avec moi. Il aurait pu ne pas m'écrire et j'aurais pu aller le voir parce que j'ai besoin de voir le président Wade puisque c'est un homme qui a une grande expérience politique et étatique. Et je crois que pour un fils comme moi, rencontrer le président Wade est tout à fait normal puisque, comme il l'a dit dans son courrier, il voulait me donner des conseils et puis me conseiller par rapport à mon action politique de tous les jours, également me conseiller par rapport au Sénégal d'aujourd'hui, à l'Afrique et au continent africain auquel il croit profondément. C'est pourquoi je pense que c'est tout à fait normal que des hommes politiques se rencontrent. De surcroît, quand un homme de ma génération rencontre un homme comme le président Wade, qui est un homme qui a marqué l'histoire de ce pays-là. Il vous a conseillé, mais est-ce qu'il vous a aussi promis son soutien en vue des électorales prochaines? Mais vous savez que le président Abdoulaye Wade a un parti, le Parti démocratique sénégalais. Et qui cherche toujours candidat. Moi, j'appartiens à un parti qui est le grand parti. Je pense que dans l'avenir, si nos visions et la manière dont nous appréhendons les problèmes du Sénégal convergent, bien évidemment, nous allons nous retrouver dans un espace donné. Mais pour le moment, la question n'est pas encore là. Je suis parti rendre visite à un père qui a une expérience de l'État, de la politique, et qui m'a donné des conseils qui vont me servir certainement dans ma carrière politique. Malick Gakou, le plan B du PDS, est-ce une simple vue de l'esprit ou bien c'est dans l'ordre du possible? Mais je ne sais pas, ça il faut poser la question au PDS. Moi, ce que je souhaite, c'est être le plan naturel de l'évolution du Sénégal vers le développement. Oui. Le Sénégal d'abord. Le Sénégal, nous allons nous intéresser à notre pays, à la situation du pays. Comment la jugez-vous? Comment se porte le Sénégal sur le plan économique, sur le plan social, à votre avis? Le Sénégal se porte mal. Puisque, pour comprendre comment le Sénégal se porte mal, il faut voir des indicateurs. Vous savez, au Sénégal, moi je suis docteur en économie. Quand on pose des débats, il faut les poser à la lumière des connaissances dont on dispose. Je crois qu'aujourd'hui, il faut paramétrer l'économie sénégalaise à l'aune des principes que je vais vous définir. Aujourd'hui, nous avons un pays qui a un taux de bancarisation de 16%. Nous avons un pays qui a un taux de financement bancaire de l'économie de 25%. Nous avons un pays où il y a 400 entreprises qui sont fermées de 2012 à maintenant. Nous avons un pays où l'encours de la dette publique totale grimpe d'année en année. De 2006 à 2015, rien que pour des chiffres, je vous dis qu'en 2013, l'encours de la dette était de 45,7. En 2014, de 48,9, pratiquement 49-50%. Bien évidemment, ces chiffres sont en deçà des critères de convergence de l'UEMOA qui est de 70%. Mais avec le PSE, le Sénégal risque de dépasser très largement l'encours de la dette autorisé par le pacte de convergence de l'UEMOA. Comment ça? Mais parce que simplement, le PAP, le plan d'action prioritaire du PSE, avec sa capacité de mobilisation voulue du gouvernement de 9 685,6 milliards, va entraîner le Sénégal dans une spirale d'endettement qui risque de menacer durablement l'avenir des générations futures. Alors, dans un pays qui est comme ça, dans une économie qui est comme ça, si on vous dit que nous avons un taux de croissance de 4,5, quand on vous dit que nous avons un croissance démographique de 2,7, alors donc il y a un problème. C'est cet environnement qui est problématique en soi. Alors, on ne peut pas, dans un pays où 400 entreprises se ferment, dans un pays où les 8 entreprises les plus importantes du Sénégal aujourd'hui sont sous concordat, c'est-à-dire sous le joug de la justice pour éviter la banqueroute et la faillite, parce que se protégeant des banques. Alors, dans ce pays-là, si on me dit que tout marche bien, je dis tout marche bien à l'envers. C'est pourquoi il faut corriger le PSE à l'aune de la remise en cause d'un principe de base. On ne peut pas développer le Sénégal que par des capitaux étrangers. Il faut renforcer l'épargne nationale et sur ce plan-là, je vous dis que le taux d'épargne nationale au Sénégal est de 16%. Le taux d'investissement mesuré par la formation brute de capital fixe est de 26%. Jamais on n'a pu atteindre, durant ces 10 dernières années, 30%. Voilà le climat et l'environnement économique dans lequel nous voulons inscrire le plan d'action prioritaire du PSE. C'est pourquoi je dis bien, si nous voulons développer le Sénégal, il faut mettre les PME-PMI sénégalaises à l'aune des PMI de progrès. Et il faut remettre l'agriculture sénégalaise à sa place. Et ce sont deux mamelles de notre économie que le PSE met à la 3e et à la 4e priorité. Alors c'est pourquoi je dis bien, même malgré si on arrive à mobiliser 9 685 milliards qui sont répartis par les investissements de l'État, 4 202 milliards, le secteur des partenaires techniques et financiers pour 3 909 milliards, les partenaires
techniques privées, c'est-à-dire les PPP, c'est-à-dire le secteur privé à travers des partenariats publics-privés pour 1574 milliards. Malgré tout, on se rend compte que la spirale du financement de l'économie à travers les financements extérieurs va renforcer l'endettement du Sénégal. Et quand je dis que l'encours de la dette publique va crescendo, cela va conduire le Sénégal dans des situations inextricables. Et en plus de cet endettement, qui n'est pas un endettement positif, puisque vous avez vu l'exemple de la dette concessionnelle et conditionnelle que la Chine vient de nous d'octroyer, 416 milliards. Mais 416 milliards. Oui, mais bien évidemment, l'autoroute est une très bonne initiative. Oui, c'est un endettement utile, non? Mais l'endettement, bien évidemment, oui. Il faut s'endetter peut-être pour réaliser cette autoroute-là. Mais quand même, on aurait pu s'endetter en mettant des conditions et en permettant aussi aux entreprises nationales de pouvoir tirer profit de cet endettement. Mais aujourd'hui, 416 milliards réalisés par des entreprises chinoises qui vont sous-traiter la plupart des marchés par des entreprises sénégalaises. Cela est inadmissible. Normalement, même si la Chine veut mettre des conditions pour que ces entreprises viennent travailler au Sénégal, ce dont nous sommes ouverts, mais il faudrait quand même qu'on aurait dit il faut un partenariat win-win, qui est la moitié des travaux devaient être réalisés par des entreprises sénégalaises et l'autre moitié par des entreprises chinoises. Juste pour donner un exemple de la manière dont il faut aborder la question du pape. Parce que le pape, si on y prend garde, risque de nous amener donc dans des spirales qui risquent de tuer l'économie nationale. Puisque les PME-PMI, qui représentent 90% des entreprises au Sénégal, les PME-PMI qui représentent 30% du PIB, 42% de la main-d'œuvre du secteur moderne. On ne peut pas le négliger. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, dans tous les pays du monde, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Japon, qui sont des pays à vocation exportatrice. Ces pays-là protègent les entreprises, les protègent par une préférence nationale, les protègent par un patriotisme économique. Alors pourquoi pas nous, qui sommes faibles, pourquoi pas nous, qui avons nos entreprises qui sont par terre? C'est pourquoi les grands partis veulent remettre l'économie au cœur des préoccupations du peuple sénégalais, mais l'économie qui sert au progrès, qui sert au développement, qui sert à l'humanité et qui renforce le capital humain. Mais si l'expertise se trouve à l'étranger, pourquoi pas? Mais il n'y a pas un peuple plus intelligent que le peuple sénégalais. Moi et le grand parti, nous croyons au génie sénégalais. Aucune entreprise ne peut faire plus qu'une entreprise sénégalaise. Aucune entreprise étrangère ne peut faire plus. Mais c'est ma conviction. Les moyens ne sont pas les mêmes. Mais vous savez que ce n'est même pas un problème de moyens. Oui. Parce que vous savez, je donne l'exemple du Maroc. Le Maroc, le roi du Maroc est venu au Sénégal. Le Maroc aujourd'hui a 11 millions de touristes. Nous en avons combien? Moins de 1 million. Le Sénégal a des atouts. Nous avons des atouts exceptionnels. Nous avons le tourisme, nous avons la pêche, nous avons l'agriculture, nous avons les mines. Mais quel est le secteur de nos atouts que nous utilisons et sur lequel nous sommes performants, nous sommes compétitifs? Il n'y en a pas un. Des efforts sont consentis concernant le tourisme. Alors, il ne s'agit plus de faire des efforts, il s'agit de réaliser des ambitions pour le Sénégal, pour que le Sénégal aille vers le progrès et vers le développement. Il ne s'agit plus de faire des incantations sur le plan économique. Il s'agit de poser des actes concrets qui amènent l'entreprise vers l'émergence, qui amènent l'entreprise vers le revenu, qui amène l'entreprise vers la création de richesses. C'est ça qui permettra au Sénégal de se mettre dans la rampe du développement économique et social auquel aspire le peuple sénégalais. Vous proposez que le PSE soit revu et corrigé, mais le PSE semble atteindre sa vitesse de croisière. Le président de la République, en un an, il dit que le PSE a absorbé plus de 30% des fonds promis par les bailleurs. Et ce vendredi, il y a le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, qui dit que le PSE a reçu 1871 milliards. Oui, mais vous savez, le problème justement, c'est justement ce que je disais, c'est la spirale de l'endettement. En plus de ça, bon, 1800 milliards, déjà, ce qui est attendu des partenaires techniques et financiers, c'est 3909 milliards. C'est 40%, 43% pratiquement du PSE. Alors, après un an, de Paris. De toute façon, si on continue à évoluer sur le plan économique, tel que nous le faisons, avec un endettement financé par les capitaux étrangers et réalisé aussi par des investisseurs étrangers, je crois que notre économie va aller à la décrépitude. Les entreprises sénégalaises vont aller en jachère. Et cela est inadmissible. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place, vous savez, en France, le Premier ministre Manuel Valls vient de mettre en place 18 mesures phares pour appuyer et booster les petites et moyennes entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit adopter un plan d'appui et de réforme de l'entreprise nationale. C'est-à-dire permettre aux entreprises nationales de revivre, permettre aux entreprises nationales de jouer leur rôle absolu dans l'émancipation d'une économie vers le développement. Le gouvernement a mis en place des instruments, la BNDE, la Banque nationale pour le développement économique, le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds GIP, le Fonds de garantie aux investissements prioritaires. Mais l'ensemble de ces instruments ne sont pas aptes
à créer de l'auto-emploi, à appuyer la jeunesse à avoir de l'auto-emploi pour créer les conditions de richesse et de revenus. L'ensemble de ces instruments ne permettent pas aux PME et PMI d'avoir des garanties leur permettant demain de pouvoir surseoir à la crise dans laquelle nos entreprises sont aujourd'hui plombées. Et aujourd'hui, il faut donc un plan d'urgence pour relever l'économie nationale, et ce plan d'urgence passe par le renforcement de la production nationale, ça passe par l'épargne nationale, ça passe par la vivification et la compétitivité des entreprises nationales. Aucun pays, aucune nation ne développera le Sénégal si ce n'est les Sénégalais. Il nous appartient, nous, à travers notre capacité managériale, à travers notre capacité d'État, à travers nos capacités de gestionnaires, de créer les conditions pour que les entreprises sénégalaises puissent vivre, créer la richesse, créer les revenus et être le moteur de la croissance économique et sociale. C'est seulement cela qui permettra au Sénégal d'aller dans la voie du développement. Et pourtant, le secteur privé national a été impliqué dès le début dans le PSE. Vous pensez que ce n'est pas suffisant? Non, mais bien évidemment que c'est largement insuffisant. Vous ne pouvez pas trouver une économie en crise et dire que vous allez avoir l'émergence sans pour autant régler et stabiliser la situation de crise dans laquelle vous avez trouvé l'économie. Je crois que l'une des faiblesses majeures du PSE, c'est la mise à l'écart des PME PMI nationales. Et si l'on continue comme ça, non seulement nous allons nous endetter, mais également nous allons mettre les PME PMI sénégalaises à terre. Et cela est inadmissible parce que d'abord, il n'y a que ces PME PMI qui peuvent créer de la richesse, qui peuvent créer des revenus, qui peuvent créer des emplois stables, durables et qui peuvent socialement appuyer le Sénégal vers le développement immédiat auquel nous aspirons. Le président Macky Sall a-t-il l'excuse de l'héritage? Parce que selon ses partisans, il aurait hérité d'une situation difficile. Mais vous savez, moi je ne réponds pas au nom du président Macky Sall. Moi, ça, il demandait ça au gouvernement, aux partisans du président Macky Sall. Mais moi je pense qu'en tant qu'économiste, la situation économique du Sénégal en 2012 n'était pas si exécrable qu'on puisse le penser. Je pense que nous avons hérité d'une économie, c'est vrai, qui évolue. Et pour vous dire, la situation n'était pas exécrable. Je viens de parler tout à l'heure du taux d'investissement. En 2008, la seule année, on a eu un taux d'investissement de 32%. Alors, donc, pourtant, malgré ce pic, nous avons continué à décroître. Alors, donc, il faut renforcer les investissements. Il faut renforcer les investissements et financer l'économie par l'épargne nationale. Tant que nous n'aurons pas une épargne nationale à la hauteur des ambitions que nous avons de financer notre économie, tant que nous n'avons pas des investissements qui grimperont à hauteur de 40-50%, tant que nous n'avons pas un taux de bancarisation qui permet un financement de l'économie, tant que nous n'avons pas des banques qui financeront l'économie, je pense que le Sénégal sera toujours dans cette situation. Et il faut croire au génie du peuple sénégalais. Il faut croire à l'esprit d'entrepreneurship du peuple sénégalais, à l'ingéniosité des Sénégalais. Et je crois que le Sénégal est capable de cela. Les entrepreneurs sénégalais sont capables de cela. Maintenant, il faut les aider, il faut les protéger, il faut les appuyer, il faut les mettre dans des positions d'émergence. C'est cela qui permettra au Sénégal de jouer son rôle. Et c'est la vocation du gouvernement. Et je pense qu'il ne suffit pas de le dire à travers des conseils présidentiels. Mais il faut le faire. Il faut poser des actes concrets qui appuient l'entreprise, qui fait vivre les PME, PMI sénégalaises. Et à partir de ce moment-là, nous allons avoir une économie qui évolue, une économie qui progresse et une économie qui transforme la société sénégalaise parce qu'une économie capable de porter les bases du développement immédiat de notre pays. Avec le tableau sombre que vous venez de dresser, pensez-vous que le cap fixé 2035 pour atteindre l'émergence est toujours tenable? Mais d'abord, pour atteindre l'émergence en 2035, il faut atteindre les différentes étapes de l'émergence. Oui, il y a des étapes intermédiaires. Alors, ces étapes intermédiaires, on a dit de 2014 à 2018, on a à peu près des taux de croissance de variant de 5 à 8%. Mais vous savez qu'aujourd'hui, cela prouve simplement que le pays se manque d'ambition. Le Mali, qui est dans une situation sécuritaire que l'on connaît, a connu un taux de croissance de 5,8 en 2014. Le Burkina Faso a connu le même taux de croissance. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et de l'Afrique du Sud, qui ont des taux de croissance de 2 chiffres. Donc, je pense que le pays se manque d'ambition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les chiffres de la BAD et de l'OCDE montrent clairement que le Sénégal n'atteindra pas cette année les 5,5 prévus. Il manque d'ambition ou bien il est réaliste, le PSE? Même si c'est la même chose pour moi. Il faut être ambitieux dans le réalisme économique. Et cette ambition dans le réalisme économique ne peut s'opérer que si on booste l'entreprise nationale. Si on met des revenus et de la richesse au cœur des préoccupations de notre politique économique. Et c'est ça la voie qu'il faut prendre. Alors, aujourd'hui, on est à moins de 2 ans de la fin du mandat présidentiel. Pensez-vous que la situation peut être sauvée ou bien vous pensez qu'elle est tout à fait désespérée? Non, je souhaite qu'elle soit sauvée. C'est pourquoi nous nous posons un débat économique.
Et je pense que nous allons rencontrer le gouvernement, nous allons rencontrer les différents membres du gouvernement sur ces questions pour poser les débats sur le plan économique, puisque aussi une des faiblesses du PSE, c'est l'absence de partage. Vous savez, on ne peut pas programmer un plan qui enjambe la présidence et le magistère du président Macky Sall sur 2035. Et 2035, nous serons 24 millions de Sénégalais. En 2035, on ne sait pas qui sera là, qui n'y sera pas là. Mais il faut qu'en 2035, le Sénégal soit dans la rampe du développement. Alors, si en 2035, nous avons un croît démographique qui est prévu à 2,5, quel type de croissance nous devons avoir? Si en 2035, nous sommes 24 millions de Sénégalais, quel type de société nous devons avoir? Donc, les transformations sociétales, les transformations culturelles, scientifiques et techniques qui devraient accompagner le PSE, c'est ça, l'ensemble d'une osmose nationale qui devrait être mise en place avant la mise en place du plan d'action prioritaire du PSE. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut redéfinir le PSE à l'aune d'une communication collective qui permette aux Sénégalais, à la classe politique, aux économistes, à tous les pans de la société sénégalaise de partager cette vision du Sénégal de 2035. Il faudrait qu'on se pose la question de savoir quel type de société nous voulons avoir en 2035. Le problème du Sénégal de 2035, ce n'est pas d'avoir un taux de croissance. Le problème du Sénégal en 2035, c'est d'avoir le développement humain durable. Le problème du Sénégal en 2035, c'est d'avoir une économie qui vit. Le problème du Sénégal en 2035, c'est d'avoir des jeunes qui ne chôment pas. Le problème du Sénégal en 2035, c'est de lutter contre les inégalités et la précarité. 2035 se prépare aujourd'hui. Mais c'est la raison pour laquelle, pour préparer 2035, oui, il faut mettre l'économie sénégalaise en orbite, rebooster les entreprises sénégalaises, les mettre dans une situation de progrès et de croissance, créatrice de revenus et de richesses pour permettre au pays d'être à la hauteur de cette ambition que nous nourrissons pour le peuple sénégalais. Et c'est d'ailleurs une des faiblesses du PSE, c'est de ne pas mettre la communication en amont pour partager sur ces différents désidératas. Ce n'est qu'après qu'on puisse aller discuter avec les uns et les autres. Cela me paraît être une erreur, mais cela n'est pas trop tard. Il faudra aujourd'hui remettre sur les rails et mettre en rampe de développement l'entreprise sénégalaise. Je le dirai toujours, tant que les TPE, les très petites entreprises, les PMI et les PME sénégalaises ne sont pas mis en exergue, ne sont pas protégés pour les mettre dans la voie des entreprises de progrès, dans la voie des entreprises qui savent créer de la richesse, qui sont compétitives, on n'aura pas une économie performante. Et cela n'absout pas la classe politique que nous sommes de poser les débats et de donner une contribution à l'actuel exécutif pour qu'ensemble nous puissions trouver les paradigmes à même de sauver ce qui est sauvable aujourd'hui. Vous dites que vous irez vers le gouvernement, c'est quoi? Vous allez faire de la consultance gratuite pour Macky Sall? Mais je peux le faire, parce que nous sommes des économistes. Nous devons le faire. Nous avons l'obligation morale de participer à l'éducation du Sénégal de 2035. Mais c'est lui qui est élu, c'est à lui de trouver des solutions pour le Sénégal. Mais on le laisse trouver ces solutions, mais s'il lui demande notre expertise sur telle ou telle question, bien évidemment, le grand parti va naturellement donner ses opinions, sans pour autant être ni dans le gouvernement, ni être dans l'action de l'exécutif. Mais je pense que la question de 2035 enjambe la vie des partis politiques, et c'est le Sénégal tout entier qui devrait s'asseoir pour d'abord poser une question de base. Quel type de société nous devons avoir en 2035? Dans quelle Afrique et dans quel monde? Ce sont ces questions sur lesquelles nous devons avoir des réponses pertinentes, des réponses claires. C'est à partir de ce moment-là seulement que nous pouvons dire qu'en 2035, nous visons un taux de croissance de 5 à 8%. Mais ce taux de croissance de 5 à 8%, aujourd'hui on dit qu'on a un taux de croissance de 4,5. Où est-ce que ces 4,5 se reflètent dans la vie et le quotidien sénégalais? Nulle part, puisque nous avons une croissance hypertrophiée. Alors il faut que la croissance serve le développement, il faut que la croissance serve l'homme sénégalais, il faut que la croissance serve le développement immédiat, il faut que la croissance crée de l'emploi, il faut que la croissance crée de la richesse. C'est cette croissance qui sert le Sénégal, et cette croissance ne peut passer que par une économie en progrès, une économie qui vit à travers ses entreprises et qui rend ces entreprises performantes, compétitives en Afrique et dans le monde. Oui. Après l'économie, nous allons revenir aux questions politiques. D'abord, votre exclusion de l'AFP. Aujourd'hui, si vous avez créé le grand parti, c'est parce que également vous avez été poussé à la sortie de l'AFP. Comment avez-vous vécu cette exclusion? Bon, c'est vrai que mon exclusion de l'AFP, je l'ai vécue comme une injustice. Mais je crois que je ne reproche rien à personne. Je pense que c'est l'ordre naturel des choses peut-être dans les partis politiques au Sénégal. De toute façon, ce n'est pas la première fois que dans un parti politique au Sénégal, que des situations comme ça arrivent entre un numéro 1 et un numéro 2. Et par contre, ce qu'il faut dire, j'ai tourné la page de l'AFP. Bon, c'était mon parti. J'ai fait 16 formidables années avec des camarades. Nous avons vécu une longue expérience, une expérience exaltante au service du Sénégal. Maintenant, cette expérience, je la continue au sein du grand parti. Et on ne m'entendra jamais dire du mal de mon ancien parti, de l'Alliance des forces de progrès.
encore moins de son leader, le président Moustapha Niasse, et de tous les membres du bureau politique de l'AFP. Puisque vous savez, il ne faut pas dire du mal de son passé. Et nous n'avons pas éduqué pour ça, nous n'avons pas éduqué comme ça aussi. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite bonne chance à l'AFP. Je pense que les militantes et les militants de l'AFP nous souhaitent aussi bonne chance. De toute façon, en grande partie, les militants du grand parti sont aussi de l'AFP. Comme dans le temps, quand des militants du Parti socialiste ont formé aussi en grande partie l'Alliance des forces de progrès. Donc nous sommes un parti qui vit et qui envisage de rassembler les Sénégalais autour d'un idéal, l'idéal de l'économie solidaire, l'idéal du développement, l'idéal du progrès, l'idéal du pari sur l'homme, l'idéal du progrès, l'idéal de l'emploi, l'idéal de la lutte contre les inégalités et les disparités. C'est ça la vocation du grand parti et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur le champ politique, nous sommes sur le chantier de la construction d'un grand parti au service d'un grand peuple qui est le peuple sénégalais. Oui, pourtant il se dit qu'il y a une chasse au pro-Gakou à l'AFP. On cite notamment Matassi Diallo, l'exemple de Matassi Diallo qui a été limogé de la tête de la Société nationale de recouvrement. Avez-vous écho de cela? Oui, bon, vous savez, tout le monde a eu écho de cela. Tout le monde sait que Madame le ministre Matassi Diallo a été remplacée à la tête du conseil d'administration de la Société nationale de recouvrement. Bon, est-ce que c'est dû au fait que Madame Matassi Diallo est proche de Malick Gakou ou non? Ça, je n'en sais rien. L'histoire nous le dira. Mais ce qui demeure évident, si c'est le cas, ce serait une absurdité totale de l'histoire de notre pays. Je pense qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un juste parce que son seul délit, c'est d'être proche de Malick Gakou. Je crois que cela, à mon avis, n'est pas tout à fait normal et n'est pas tout à fait en phase avec les principes d'une république. Maintenant, je n'en connais pas les raisons, je ne connais pas les motivations qui ont conduit au changement à la tête du conseil d'administration de la Société nationale de recouvrement, mais dans les prochains jours, peut-être, nous serons édifiés sur le pourquoi de ce changement-là. Mais ce qui demeure évident, si c'est parce que simplement Mme Matassi Diallo est proche de Malick Gakou, je crois que l'AFP, il n'en restera pas 1% dans les semaines à venir. Parce qu'il y a trop de pro-Gakou à l'AFP. Mais ce n'est même pas une question de pro-Gakou. C'est que j'ai trop d'amis dans l'AFP. Vous savez que quand moi j'ai démissionné de l'AFP, on a dit je suis seul. On a dit non, Malick Gakou il est seul, il est pas vrai, non, personne. parce que depuis votre départ, il n'y a pas eu de démission à l'AFP pour vous rejoindre. Parce que simplement, vous savez, dans les partis politiques, il y a des gens qui fonctionnent par le cœur, par la haine. Ils ont la haine en bandoulière. La méchanceté, les rancœurs. Moi, je ne construis pas la politique comme cela. Je ne vois pas mon action politique comme cela. Je crois que mon action politique s'inscrit dans la dynamique de créer des ponts et non pas des barrières. Alors, c'est pourquoi, comme il y a des gens qui étaient contents que je sois exclu de l'AFP pour prendre des postes, alors nous avons dit à nos amis, mais restez dans l'AFP, puisque, comme ils m'ont exclu, le jour où vous allez revendiquer ce pourquoi ils m'ont exclu, ils vont vous exclure. C'est pourquoi tout le monde est resté dans l'AFP, nous avons créé le grand parti, mais dans les semaines à venir, vous allez voir qu'une grande partie de l'AFP va venir nous rejoindre, puisque c'est ça la vocation de parti politique, c'est d'aller au pouvoir, et nous ne pouvons pas créer un parti politique qui n'a pas d'avenir. Et si nous voulons avoir un avenir, les militants de l'AFP vont venir se joindre à nous pour créer un avenir et continuer à chanter le chant de l'espoir. C'est quoi? Au moment où on parle, vous avez des pions à l'AFP? Mais je n'ai pas de pions. Vous savez, nous respectons nos camarades, pour les appeler même des pions. Ce qu'il y a, nous avons des camarades qui seront bientôt des anciens camarades de l'AFP. Puisque vous savez, à Guédiawaye, nous avons 16 conseillers au niveau de la ville. Sur les 16 conseillers, je suis persuadé que les 14 la semaine prochaine vont faire une conférence de presse pour venir au grand parti. Et cela, ça va être le cas à Pékin, ça va être le cas dans toutes les régions du Sénégal. En tout cas, notre objectif, ce n'est pas de créer une AFP bis à travers les grands partis, mais ce qui demande évident, tous ceux-là qui, à l'AFP, ont partagé l'idéal pour lequel nous avons été renvoyés, vont venir dans les semaines à venir nous rejoindre au sein du grand parti pour la construction du Grand Sénégal. Après l'AFP, nous allons parler de Benno Bokk Yakaar, avec les remous nés de la dernière sortie d'Amath Dansokho qui disait que le Sénégal était en danger. Il y a également les critiques de la LD et les agissements du Parti socialiste. La situation à Benno Bokk Yakaar, est-ce une situation qui vous laisse indifférent? Vous savez, aucune situation politique dans mon pays ne me laisse indifférent. Mais ce qui demeure constant, moi je ne suis pas de Benno Bokk Yakaar. Ça, ce sont des préoccupations de Benno Bokk Yakaar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de juger l'action de l'État au service du peuple sénégalais. C'est cette action que j'apprécie. Et à partir de ce moment-là, je donne un point de vue et je donne une vision qui est conforme à la vision que j'ai du Sénégal. C'est ça qui m'intéresse. Mais la coalition Benno Bokk Yakaar, moi j'en suis exclu, parce que je suis exclu de fait de l'Alliance des forces de progrès, qui est membre de Benno Bokk Yakaar. Donc de fait, moi je ne suis pas membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc je ne peux pas parler des problèmes de Benno Bokk Yakaar. Ce qui demande évident, ce qui m'intéresse, c'est le jugement
que les Sénégalaises et les Sénégalais portent sur l'action du gouvernement, que j'apprécie à la plus haute valeur pour permettre à notre pays d'être dans la voie du progrès, comme je l'ai tout à l'heure indiqué. Et partagez-vous le jugement d'Amath Dansokho quand il dit que le Sénégal est en danger? Mais je ne sais pas pourquoi Amath Dansokho a dit que le Sénégal est en danger, mais j'ai dit que sur le plan économique, nous avons des difficultés à surmonter pour mettre le Sénégal dans la rampe du développement. Voyez-vous Benno Bokk Yakaar tenir jusqu'aux prochaines élections? Mais vous savez, vous posez une question sur laquelle je ne peux pas répondre. Moi, je ne réponds pas au nom de Benno Bokk Yakaar. Je ne peux pas analyser la situation de Benno Bokk Yakaar parce que je n'en connais absolument rien. Ce qui demeure constant et qui m'intéresse pour moi, c'est que les hommes politiques sénégalais doivent venir faire de la politique autrement. On ne peut pas continuer à faire de la politique comme on le fait jusqu'à aujourd'hui au Sénégal. Faire de la politique pour des postes, faire de la politique pour des positionnements, faire de la politique pour gérer des plans de carrière. Nous ne croyons pas à cette politique. Nous voulons faire la politique autrement. Nous croyons à ce pays-là, nous croyons à sa jeunesse, nous croyons à son avenir. Le Sénégal doit avoir un bel avenir et cela ne peut être construit que par un grand parti. Personnellement, avez-vous des regrets pour n'avoir pas été candidat à la mairie de Guédiawaye? Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret, d'autant plus que j'ai donné ma parole et je dois respecter ma parole. Moi, je suis sénégalais, je suis patriote, je suis républicain, je suis un talibé Serigne Touba. Mon ambition, c'est de respecter toujours mes engagements. Et je ne peux pas prendre un engagement de ne pas être candidat pour soutenir un candidat que je considère être un bon candidat, en l'occurrence le maire Cheikh Sarr, qui fut maire de Guédiawaye. Je ne peux pas dire à Cheikh Sarr que je vous soutiens et le lendemain ne pas le soutenir. Je ne peux pas, parce que moi je suis un homme de parole, je respecte mes engagements, parce que je respecte le Sénégal. Je ne peux pas dire une chose et le lendemain dire aux Sénégalais, je le disais parce que je ne le pensais pas. Je ne peux pas dire une chose et dire le lendemain aux Sénégalais, je le disais parce que je n'y croyais pas. Vous avez dit que c'est Moussa Magnès qui vous a tordu le bras? Personne ne m'a tordu le bras. Vous savez, moi je ne suis pas un homme à qui on tord le bras. C'est en toute souveraineté que j'ai pris la décision de soutenir l'ancien maire. Ce qui s'est passé par la suite, l'ancien maire a quitté notre coalition et bien évidemment, après Kahin Kaha, tout ce qui s'est passé par la suite s'est passé. Mais ce qui demeure évident, je n'ai pas laissé la place à qui que ce soit, je n'ai pas fui le combat politique de Guédiawaye, puisque je continuerai à servir Guédiawaye comme toujours. J'ai toujours servi Guédiawaye sans pour autant aspirer à être maire de Guédiawaye. Il y a 20 ans que je sers ma ville, depuis que je suis rentré au Sénégal. J'y ai tout fait. J'ai donné mon cœur, mon esprit, ma sueur au front du combat pour le développement de ma ville. Donc ce n'est pas aujourd'hui, parce que je dois être maire ou ne pas être maire, que j'arrête de servir la ville de Guédiawaye. Je continue à servir Guédiawaye, je continue à servir Pikine, qui est aussi ma ville d'émergence et de naissance, qui est la ville de mon enfance. Je continue à servir la banlieue, je continue à servir les couches défavorisées, puisque ça, c'est inné chez moi, et je continue aussi à servir le Sénégal, puisque ça aussi est un sacerdoce pour moi. C'est la raison pour laquelle, pour Guédiawaye, je n'ai aucun regret. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est que l'actuelle équipe municipale ne puisse pas réaliser les ambitions. C'est ça la question qui devait suivre. Que pensez-vous de la gestion du maire Aliou Sall? Mais vous savez que je ne peux pas. Il est trop tôt d'apprécier la gestion du maire. De toute façon, le maire, il est là depuis un an. On ne peut pas donc tout de suite apprécier son action. Je pense qu'il faut peut-être laisser le temps au maire. D'ici 4-6 mois, d'ici un an encore, nous pouvons mettre sur la table les conclusions de notre étude sur l'évolution de Guédiawaye depuis que l'équipe municipale. Est-ce que ça sent bon d'après les signaux que vous voyez? Je ne peux pas apprécier et dire que ça sent bon aujourd'hui pour dire que demain, etc. Moi, je suis un homme qui respecte le peuple sénégalais. Chaque fois que je vais dire quelque chose, je vais l'étayer par des preuves tangibles. Et c'est la raison pour laquelle je n'apprécie pas l'action du maire à une année de son magistère. Je vais attendre au moins d'ici l'année prochaine, quand le maire aura fait 2 ans, je pourrai apprécier son action. Mais ce qui demeure évident, nous sommes des sentinelles de la démocratie. Nous sommes des sentinelles qui respectent la volonté populaire. Et c'est la raison pour laquelle nous n'allons ménager aucun effort pour observer ce qui va se passer au niveau de la municipalité de Guédiawaye et sur les actions que vont poser les différentes communes et les différents maires. Et à partir de ce moment-là, nous allons apprécier et livrer nos appréciations à l'ensemble de la population de notre ville. Malick Gakou, candidat à la mairie de Guédiawaye, c'est dans l'ordre du possible. Mais vous savez, nous venons de vivre les élections locales. Les prochaines élections locales auront lieu en 2019. Donc, je ne peux pas me projeter sur 2019. Aujourd'hui, ce que je sais, je suis vivant, je rends grâce à Dieu. Je vous répète encore une fois que mon ambition politique, le sens de mon action politique, ce n'est ni d'être maire, ni d'être ministre, ni d'être quoi que ce soit. Moi, je veux servir le Sénégal. Quelle que soit la position que j'occuperai, je servirai mon pays avec la pleine conscience de la responsabilité et de la charge qui s'impose, mais également en utilisant toutes mes potentialités, toute mon énergie au service de mon action politique pour le Sénégal. Et c'est cela qui est important. C'est pourquoi, à chaque étape de ma carrière politique, maintenant, j'apprécierai avec mes camarades pour voir la position à tenir pour aller vers telle ou telle autre direction. Le moment venu, si Dieu nous donne longue vie,
nous allons aussi apprécier pour définir notre positionnement sur le champ politique. Un mot sur la fondation que vous avez créée pour lutter contre la mortalité maternelle. Qu'est-ce qui explique le bien fondé de ce geste? Mais le bien fondé s'explique par le fait qu'au Sénégal encore, pratiquement 2500 femmes meurent chaque année en donnant la vie. Une femme meurt toutes les 4 heures au Sénégal en donnant la vie. Cela pose un problème. C'est pourquoi, moi en tant qu'enfant orphelin déjà, parce que moi je ne connais pas ma mère, qui est partie dans les mêmes conditions, aujourd'hui, plus de 300 femmes meurent sur 100 000 naissances vivantes au Sénégal. Ce qui fait que donc, chaque 4 heures, il y a une femme qui meurt. Vous allez dans les régions du Sud, Kédougou, Kolda et Tamba, ce taux avoisine les 800 000. 800 à 1000 décès sur 100 000 naissances. Je crois que c'est une situation qui quand même frise un peu une incompréhension totale. Et c'est la raison pour laquelle il faut lutter contre ce fléau qui gangrène la vie des femmes sénégalaises. Le Sénégal s'était engagé dans le cadre des OMD à réduire ce taux à 127 décès en 2015. Nous sommes pratiquement à quelques encablures de la fin de 2015 et le gouvernement n'atteindra pas cet objectif de réduction drastique du taux de mortalité maternelle. Aujourd'hui, nous avons encore pratiquement 229 femmes qui meurent chaque année. Le Sénégal n'atteindra pas le taux de 127 décès sur 100 000 naissances. Et ce même taux est encore plus criard quand on parle de la mortalité infanto-juvénile, qui est de 54 enfants sur 1000 naissances vivantes. Ce taux est encore plus grave quand on constate que pour les enfants de 0 à 6 ans, c'est 40% de ce taux. Je crois que ça, c'est des fléaux qui gangrènent la vie des familles sénégalaises. Le Sénégal doit se lever comme un seul homme pour combattre ces fléaux-là qui menacent durablement les perspectives de développement économique et social de notre pays, qui menacent durablement le développement durable de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, à côté du gouvernement, qui fait des efforts, bien évidemment, à côté des partenaires techniques et financiers qui appuient l'État du Sénégal, la Fondation Maternité Solidaire est née pour donner un coup de pouce à toutes ces perspectives, pour permettre à la mortalité maternelle d'être un enjeu qu'on oubliera assez bientôt au Sénégal. Oui, nous sommes presque à la fin de cette émission. Question brève, réponse brève. L'affaire de la cité Tobago. Mais c'est inadmissible. Oui. Comment vous pouvez considérer dans un pays, on peut laisser des citoyens sénégalais acheter des terrains, avoir des plans, construire des maisons, et le lendemain, se voir détruire ces maisons par l'État du Sénégal? Où était l'État quand ces gens achetaient des terrains? C'est une question de sécurité. Mais non, ce n'est même pas la question. À l'aéroport. Ce n'est même pas la question de la sécurité qui est posée. C'est la question, c'est de l'absurdité de l'action qui a conduit ces humbles citoyens à mettre leurs économies sur des terrains, construire des maisons et voir ces maisons détruites. Vous dites où était l'État? Mais où était l'État? C'est la question que je vous pose. Où était l'État? Où sont les services de l'État? Je crois que dans une république qui se respecte, ce genre de situation ne doit pas se passer. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait détruit ces maisons, on ne situe pas les responsabilités. Qui sont ces vrais responsables? Qui a vendu ces terrains? Qui a donné ces autorisations de construire? Est-ce que dans un pays normal, dans une république normale, il est possible d'acheter un terrain, de construire et de voir sa maison détruite sans pour autant qu'on vous dise voilà le responsable? Cela est inadmissible. Et je crois que les populations doivent prendre garde et prévenir des situations qui sont préjudiciables à l'évolution sociale de notre pays. Et le gouvernement doit ne ménager aucun effort pour voir dans quelle mesure il faut gérer cette question avec l'intérêt supérieur de ces populations qui ont vu leur maison détruite. L'affaire Ahmed Aïdara et Elhadji Malick Gakou, on annonce une plainte que vous aurez déposée contre le journaliste. Qu'en est-il? Jamais dans ma vie, je n'ai pensé pouvoir demain, un jour, porter plainte à un journaliste. Puisque les journalistes et nous vivons dans le même espace. Mais je crois que dans ce cas d'espèce, il ne s'agit plus de journalisme, il s'agit d'autre chose. C'est pourquoi, pour défendre mes intérêts, pour défendre et protéger mon honorabilité et ma dignité, j'ai porté plainte et j'espère que la justice de mon pays me rendra service. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais je ne peux pas le dire ici. Je pense qu'il appartient à la justice de trancher cette question. Ce que je veux simplement, c'est qu'on me laisse tranquille et qu'on apprécie mon action à l'aune de ce que j'ai fait tous les jours pour mon pays, mais pas qu'on me mette dans des causeries qui sont en porte-à-faux avec l'essence et la conviction que j'ai de servir ce pays-là de toute mon âme. Malick Gakou, Balla Gaye, incident clos? Il n'y a jamais eu d'incident. Balla Gaye, c'est mon petit frère, c'est notre icône, c'est notre fierté à Guédiawaye. Je continuerai à le protéger, à l'aider, comme je l'ai toujours fait. Et je pense que nous l'avons accompagné jusqu'à ce qu'il roi des arènes. Nous allons continuer à l'accompagner, puisque l'ensemble des fils de la banlieue, notre ambition, c'est d'être ensemble, c'est d'être solidaires. Puisque aujourd'hui, si je suis une icône de la banlieue, si je suis la référence des jeunes de la banlieue, c'est parce que quelque part, je suis une référence. Donc, je soutiendrai Balla Gaye, je soutiendrai Eumeu Sène, je soutiendrai les chanteurs. Quoi qu'en disent mes amis qui me disent, on parle beaucoup de Malick Gakou dans le champ de la lutte, dans le champ du showbiz. Oui. Moi, je ne suis pas un homme de showbiz. Je suis loin d'être un homme de showbiz.
mais je suis un homme de la banlieue. Et les enfants de la banlieue, en général, évoluent dans quel secteur? Aujourd'hui, ils n'ont pas de travail. Les entreprises sont par terre. Aujourd'hui, c'est le sport, c'est la culture, c'est les arts. Ce sont les domaines d'expression en général du talent des jeunesses de la banlieue. Et moi, chaque fois que les jeunes de la banlieue expriment leur talent dans quelque domaine que ce soit, mon devoir, c'est de les appuyer. Mais je ne suis pas un homme de showbiz. Je suis loin d'être un homme bling-bling. Mais on vous reproche d'être un distributeur automatique de billets de banque. Non, je ne peux pas distribuer. Je ne suis pas. Moi, je ne suis pas riche pour être un distributeur de billets de banque. Je vis modestement du front de mon travail. Mais je suis capable de donner tout pour le Sénégal. Je suis capable de partager tout ce que j'ai pour le Sénégal. Je suis capable de tout faire pour le peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle on me dit généreux. Mais je ne suis pas riche et je ne distribue pas des billets de banque à tort et à travers. Par contre, tout ce que j'ai, je peux le donner au Sénégal. Vous savez, moi, je suis issu des milieux pauvres. Vous savez, moi, je vois la précarité. Je vois tous les jours dans la banlieue, autour de chez moi à Guédiawaye, je vois la pauvreté, je vois la précarité, je vois les disparités sociales. Je milite pour la cohésion sociale. Je milite pour la solidarité sociale. Je veux qu'on combatte l'extrême pauvreté qui gangrène la vie des populations dans le monde rural et dans la banlieue. Et principalement dans les zones les plus défavorisées. C'est pourquoi j'ai fait de la politique et mon ambition, c'est de partager le fruit de mon travail avec les populations, de servir ces populations, puisque je les touche au quotidien. Je vois leur réalité, je sens leur réalité, et je pense que nous devons tout faire et ne ménager aucun effort pour que le Sénégal quitte cette voie de la pauvreté endémique et aller vers la voie du développement. Et c'est la raison pour laquelle le grand parti se lève. Un ticket Malick Gakou Khalifa Sall pour la présidentielle, est-ce envisageable? Mais qu'est-ce qui n'est pas envisageable dans l'action politique? Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait, il ne faut jamais dire jamais. Voyons les choses venir, voyons l'avenir arriver, et je pense que nous allons discuter ensemble. Et le jour où il sera nécessaire peut-être de partager un ticket avec Khalifa Sall, et peut-être on le fera. Mais aujourd'hui, ni Khalifa Sall ni moi, nous avons discuté de la possibilité d'envisager d'avoir un ticket. Nous discutons parce que Khalifa Sall, c'est mon grand frère, c'est mon ami. Nous partageons des préoccupations pour notre pays. Nous partageons une symbiose socialiste et démocratique. Nous avons partagé aussi notre histoire en tant qu'ancien du Parti socialiste, en tant que mouvement des étudiants et élèves socialistes et des jeunes socialistes. C'est la raison pour laquelle nous continuons notre combat au service du Sénégal. Voilà. El Hadj Malick Gakou, je vous remercie. Ça a été en tout cas un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu aujourd'hui sur ce plateau d'opinion. Merci infiniment. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Corri,